Bonjour. Alors je voudrais aujourd'hui que l'on analyse un petit peu et qu'on étudie la façon dont le cycle de vie transforme l'alimentation des individus. L'objectif est ici de comprendre qu'il y a tout un ensemble de déterminants sociaux, culturels, qui ont tendance à définir un style alimentaire. Certains parlent même de style ethno-culturel et qui marquent les goûts, qui façonnent les goûts, les pratiques alimentaires sur la longue durée. Mais à côté de ça, à côté de cette influence massive et durable du social, il est une autre influence qui vient régulièrement, au cours de différentes étapes de la vie, modifier en partie l'alimentation. Donc on a affaire à un phénomène, à une double influence du social, une influence sur la durée et une influence sur les contextes de vie qui modifient, qui marquent des étapes. Je vais donc regarder ce deuxième point parce que les charnières, les passages d'un état à l'autre, les phases de recomposition, de réorganisation, sont autant d'étapes intéressantes pour comprendre comment on peut intervenir pour changer des habitudes alimentaires, qu'on soit dans la perspective de la santé publique, qu'on soit dans la perspective de l'influence clinique, de la prise en charge, qu'on soit même dans la perspective du marketing, eh bien, ces moments constituent des étapes particulières au cours desquelles les individus réorganisent leur portefeuille de compréhension, de routine, de pratique. Historiquement, dans les années 30, une sociologue américaine qui s'appelait Evelyn Duval a eu l'idée de développer la notion de cycle de vie, plus exactement de cycle de vie familiale. Alors elle voulait, à travers cette notion, montrer qu'il y avait différentes étapes qui organisaient la vie de famille. Il y avait tout d'abord cette première étape dans laquelle les jeunes adultes sont célibataires et mènent une vie autonome des parents, ils sont partis, mais donc ils ont des amis, des petites amies, mais ils vivent chacun chez soi. Donc ça c'est la première étape, puis ensuite on a l'étape de la mise en couple, dans lequel eh bien, on a une réorganisation. On sait à quel point les travaux importants, par exemple, de Kaufmann sur la machine à laver, la trame de la vie conjugale, ce superbe titre, qui montrait comment cette décision d'acheter la machine à laver et de traiter le linge en commun constituait les points de départ d'une mise en couple, d'une institutionnalisation, d'un passage au sérieux, peut-être pourrait-on simplement dire, de la vie de couple. Puis arrivent les enfants en âge préscolaire, avec à nouveau une nouvelle forme d'organisation de la vie familiale. Puis les enfants vont à l'école, nouvelle organisation. Puis les enfants sont des adolescents. Et là, ils ont une autonomie qui va grandissante. Puis les adolescents partent du foyer. Elle appelait ça la famille rampe de lancement, dans lequel on a un des enfants, le premier, qui commence à s'envoler et à mener sa vie ailleurs, ou à travailler, ou à faire ses études dans un autre endroit, et on voit la famille qui change à nouveau. Enfin, il y avait cette phase qu'elle appelait le nid vide, la phase du nid vide, dans lequel les parents se retrouvent un peu orphelins, les enfants étant partis. Et puis après, on a une dernière phase qui est la phase du vieillissement avec le décès d'un des conjoints. Vous voyez, ce cycle de vie, il a un mérite, c'est qu'il nous montre que les contextes de vie, d'interaction, les contextes du ménage, les contextes familiaux, varient beaucoup au cours d'une vie. Et qu'ils vont déterminer une série de choix, une série de décisions, les modalités de départ en vacances, les logiques d'achat.
et bien sûr, l'alimentation. Si je regarde un mariage, du point de vue de l'alimentation, eh bien, c'est deux univers, deux espaces sociaux alimentaires qui se rencontrent, et il va y avoir toute une série de négociations. Moi, j'aime pas ça, moi, j'aime ça. Les registres du mangeable vont se modifier. On va découvrir des choses grâce à l'autre. Au-delà même du couple, les familles vont s'influencer avec, on va découvrir les traditions alimentaires de la famille, de la région de l'autre, du pays de l'autre, parce qu'on a affaire à des couples qui mélangent des espaces culturels. Les enfants arrivant, etc. Je vais revenir sur ces questions. Mais avant de revenir sur ce que je vais appeler le cycle de vie alimentaire, restons quelques instants sur le cycle de vie familial. Ce cycle de vie familial a été à la fois adopté et critiqué beaucoup, puis amendé. Alors critiquer, les critiques sont nombreuses. La première, ça va être de pointer le côté très conventionnel de la vie et de montrer même son décalage par rapport à la réalité. Alors les divorces, les remariages, les familles recomposées dessinent en fait un paysage bien plus complexe que le cycle de vie qu'avait envisagé Evelyne Duval, qui était un peu un cycle de vie d'une famille bien tranquille. La situation est bien conventionnelle. La seconde critique qui va être faite, ça va être la critique d'un couple hétérosexuel, c'est-à-dire un homme, une femme, et dans une période où un certain nombre de pays votent la possibilité de ce qu'on a appelé en France la famille pour tous, c'est-à-dire le mariage de deux personnes du même sexe. On voit bien que les mœurs évoluent dans cette matière, de ce point de vue, et que la question de la répartition des rôles, par exemple, est en train de se transformer profondément. Enfin, ce cycle de vie était aussi l'objet d'une critique de type ethnocentré, c'est-à-dire qu'elle privilégie une relation avec deux personnes, et ce n'est pas la situation de toutes les sociétés, et y compris d'ailleurs dans les sociétés qui affichent le couple comme l'élément de norme, eh bien on sait qu'il y a des gens qui sont dans des situations différentes. Donc on a ici des critiques de conformisme, qui vont être développées, d'ethnocentrisme, de culturocentrisme. Et on a une série d'amendements du cycle de vie. Alors ces critiques ne remettent pas complètement en cause le cœur de l'apport du cycle de vie qui permet de comprendre ces différentes étapes, mais on a assisté à une série de complexifications. Du point de vue de l'alimentation, on peut signaler deux apports principaux. Le premier, ça a été de montrer comment, dans une lecture genrée, les tâches alimentaires et la répartition des rôles autour de l'alimentation étaient inégalement réparties. Et ça a été un lieu de lecture, un lieu d'indexation de certaines problématiques de genre. Le deuxième apport, c'est plutôt dans le domaine des troubles du comportement alimentaire qu'on va avoir un certain nombre de travaux qui vont pointer le contexte familial d'émergence des troubles du comportement alimentaire et tenter de repérer tous les phénomènes d'interaction sociale qui sont liés à ces contextes. Alors, fort de ces apports, de ces critiques, de ces amendements, de cette manière de le réorganiser légèrement, eh bien, je voudrais vous proposer de réfléchir à un cycle de vie alimentaire. Ce cycle de vie alimentaire, il faudra l'étirer vers l'amont et l'étirer vers l'aval. Car la vie et le cycle de vie alimentaire va démarrer avec la naissance et sans doute d'ailleurs même avant la naissance avec les avancées de l'épigénétique, l'idée que ce que mange la mère
a de l'influence sur la santé de l'enfant au long cours, nous amène à envisager donc cette période-là comme une étape, on va dire la préhistoire, ou le commencement du cycle de vie alimentaire. Puis on va avoir une deuxième étape, l'enfant est né et là va principalement consommer du lait. Puis on va rentrer dans le cycle néophobe, et je ne vais pas m'y attarder puisque nous l'avons déjà vu lors de la première conférence. Mais vous voyez comment ici on va regarder ce cycle-là en le resituant dans la famille. On sait à quel point le fait de refuser, par exemple dans l'entrée en néophobie, des aliments, c'est aussi une manière d'affirmer sa position sociale, d'affirmer qu'on existe, de revendiquer une place à l'intérieur de la famille et de la négocier, de la mettre en discussion. Puis, l'alimentation adolescente, à nouveau, va être une étape. Alors, je disais tout à l'heure, le mariage est un moment très important du cycle de vie alimentaire. Deux univers, deux goûts, et là, on s'installe. Et on s'installe et on va réapprendre des choses, apprendre des choses, négocier, influencer l'autre, lui faire découvrir, être marqué par ses dégoûts ou ses goûts. Et ces dégoûts peuvent avoir de l'influence jusque dans des pratiques intimes, comme le baiser, embrasser quelqu'un lorsqu'il a mangé quelque chose que l'on n'aime pas, ou qui est tabou, constitue une série d'espaces de discussion, d'espaces de négociation. Puis, ce moment où l'enfant arrive, le premier enfant arrive, est un moment très très important dans les familles, car l'alimentation va être marquée par le souci de bien l'accueillir, par le souci de lui faire des choses qui soient saines et des choses qu'il puisse aimer. Et donc le moment qui va suivre l'alimentation lactée, c'est-à-dire le début de l'entrée de ce qu'on appelle la transition alimentaire, c'est un sens dans le développement de l'enfant, le moment où il passe du lait aux morceaux et aux aliments diversifiés. On pourrait dire le moment de la transition de diversification. Eh bien, ce moment-là est un moment où très souvent, on va être très attentif, on va préparer des petites purées, on va acheter des produits, et dans certains milieux, on ira même jusqu'à acheter des produits bio, on va être parfois beaucoup plus attentif à celui-là qu'aux autres. Et donc, on a ici l'enfant qui va marquer l'alimentation même de l'ensemble de la famille. On sait que, par exemple, que lorsqu'il y a des enfants de moins de 12 ans, à l'intérieur d'un ménage, eh bien, ces ménages ont une alimentation plus organisée du point de vue des rythmes, du point de vue de la composition des repas, du point de vue de leur diversification, que lorsque l'on se trouve avant l'arrivée des enfants, ou que l'on se trouve au moment où les enfants sont adolescents. Donc vous voyez cette influence de l'enfant sur l'alimentation qu'on va lui donner par sa présence, mais aussi influence sur les pratiques alimentaires de la famille tout entière. L'adolescent va, à travers un certain détachement, une certaine remise en cause du modèle alimentaire familial, une certaine prise de distance, va avoir une influence parfois négociée aussi avec la famille. Assez souvent d'ailleurs, c'est tout le monde qui trouve un espace de liberté supplémentaire. Alors, avant d'arriver à l'adolescence, il nous faut dire quelques mots quand même de quelque chose qui va influencer l'alimentation depuis l'extérieur, c'est les pères des enfants, et les pères PAIRE, c'est-à-dire les enfants eux-mêmes, dans les situations où les parents ne sont pas là. Alors c'est principalement l'école, la cantine scolaire, dans lequel il va y avoir des influences alimentaires, influences de type horizontal. Dans la situation familiale, les parents ont tendance un peu à imposer un modèle, même si les enfants ne manquent pas de ressources pour le discuter.
Mais à la cantine, ici, il y a des processus d'influence de la part des camarades. Alors on n'aime pas ça ou on aime ça, c'est à la mode de faire ça, c'est pas à la mode, c'est bien, c'est pas bien, et ça va avoir des influences également sur les comportements à l'intérieur de la famille. Continuons avec le cycle de vie familial et le cœur de ce cycle de vie et avec l'importance que ça va avoir sur l'alimentation. Voilà maintenant les parents libérés entre guillemets de leurs enfants, ce que Evelyne Duval appelait le nid vide. Eh bien ici les parents vont prendre une certaine liberté avec l'alimentation et ça va assez souvent passer par des formes d'individualisation de l'alimentation, parfois marquées par la médicalisation d'un des membres du couple à partir de 45 ans, 50 ans, les chances que on soit confronté à des maladies dans lesquelles l'alimentation est partiellement impliquée dans sa causalité et pour lesquelles des prescriptions alimentaires font partie de la prise en charge. J'entends par là de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, certains cancers, des maladies de dégénérescence. Eh bien, on va avoir ici une attention particulière, une intensification de la médicalisation de l'alimentation. Et puis, on a un moment absolument extraordinaire, qui est le moment où les gens vont cesser leur activité professionnelle. Alors, lorsqu'on arrête son activité professionnelle, et quand on est dans des populations urbaines, qui très souvent mangent au restaurant d'entreprise ou dans des restaurants à la périphérie de leur lieu de travail, ou encore amènent des sandwichs ou de la nourriture dans des gamelles, le moment de la retraite rapatrie entre 200 et 250 repas par an au ménage, au foyer. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir une influence absolument considérable. Imaginez 250 repas. Dans la période qui précède, la question du matin dans un couple, c'est qu'est-ce qu'on mange le soir, sachant que chacun mange ce qu'il a envie de manger dans la situation où il est à midi. Et on sait qu'il y a une différenciation quand même des goûts. Donc, on a à négocier le repas du soir, qui peut être plus ou moins individualisé. Mais là, il va falloir faire le travail sur 2 repas. Et ces 2 repas, ça va être une situation, c'est le premier problème des retraités, réapprendre à manger ensemble. Alors ceci dit, prenons acte que tous les retraités ne prennent pas leur retraite au même moment, parce que avec les remariages, les différences d'âge, eh bien on va avoir des situations dans lesquelles l'un est à la retraite, mais l'autre pas encore, et on a des phases un peu intermédiaires. Poursuivons. Et là, nous avons une étape qui, la première partie de la retraite, est une étape plutôt sereine du point de vue de l'alimentation, avec une certaine médicalisation. Lorsque les enfants sont pas très loin, ils ont monté leur ménage, on a très souvent un certain nombre d'échanges autour de l'alimentation qui vont se mettre en place. Alors, le taux de jardin augmente fortement au moment de la retraite, après la retraite. On avait, dans une enquête des années 2000, plus de 50% des ménages de plus de 55 ans qui avaient ou bénéficiaient d'un jardin après à cette période de la vie. Alors le jardin, c'est intéressant quand on est à la retraite. C'est intéressant parce que ça occupe. C'est intéressant parce qu'on est dans des logiques un peu qualitatives. Mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a toute une série de liens sociaux qui vont s'établir autour du jardin. C'est-à-dire qu'on va très souvent produire beaucoup plus qu'on est capable de consommer. Et donc on va donner aux voisins, donner aux enfants, donner à des amis, lesquels vont nous rendre sous une forme ou une autre. Les enfants éventuellement simplement sous forme d'affection ou de reconnaissance. Mais dans la proximité, il peut y avoir des dons et des contre-dons qui vont se jouer véritablement autour de l'alimentation. Et on a ici inclus les confitures, inclus les conserves, inclus
les produits qui vont être surgelés incluent une cuisine qui va être donnée. Euh, on appellera la fille ou le fils, passe à la maison, on a fait du gratin, il y a un plat pour toi, etc. Donc on a ici une période dans laquelle tout le monde est un peu actif, l'alimentation constitue un moment important du ménage et de l'économie relationnelle qui va se tisser autour. Puis, on va rentrer dans une étape où la médicalisation va s'intensifier jusqu'à la maladie et la mort d'un des conjoints. Et cette situation, la mort d'un des conjoints va marquer une étape particulière, particulièrement importante, dans laquelle une réorganisation importante va avoir lieu. Très différent selon que l'individu, qu'il soit homme ou femme, sait cuisiner ou pas, qu'il a eu l'habitude de cuisiner ou pas, c'est-à-dire d'assumer une partie des tâches ménagères et acquis un certain nombre d'expertises, de connaissances. Alors là, on a une activité, l'activité domestique, qui va devenir une activité importante de cette période. Puis petit à petit, on va avoir un déclin cognitif, déclin, perte d'autonomie. Et là, on est tous assez fiers d'avoir inventé, il y a une vingtaine d'années, le portage à domicile, c'est-à-dire aider les personnes qui sont en perte d'autonomie relative, les aider à rester chez eux en leur amenant des repas tout préparés qui viennent, la plupart du temps d'ailleurs, des cantines scolaires ou des dispositifs organisés autour des municipalités. Je voudrais qu'on regarde cette situation avec un bilan un tout petit peu critique. Le portage à domicile, c'est à la fois extrêmement intéressant parce que ça permet à l'individu de rester chez lui, mais c'est parfois un accélérateur du déclin cognitif. Parce que la personne âgée est obligée de sortir, de compter ses sous pour payer son pain, de discuter des 3 minutes, 2 minutes avec le boulanger, avec des gens qui sont dans le magasin, de remonter, d'éplucher ses légumes, de préparer sa soupe, d'allumer son gaz, de se rappeler de la recette, de faire des plats, de manger, de remettre au frigo. Eh bien, lorsqu'il y a des pertes d'autonomie, qu'on ne peut plus sortir, et qu'on amène directement les plats tout prêts, eh bien, on balaye d'un seul revers de main tout un ensemble d'activités qui avaient pour effet de maintenir, d'entretenir des compétences. Et devenues inutiles, eh bien, elles vont décliner plus rapidement. Et donc, il convient d'inviter les professionnels en charge de l'alimentation, des personnes de cette étape de vie, de prendre la mesure que le déclin, c'est pas un déclin brutal, il y a un continuum avec un certain nombre de paliers, et qu'on a à réfléchir à la façon dont l'offre alimentaire, mais aussi l'aide, là-dessus des travaux sérieux sont avancés et sont déjà réalisés, comment on peut, à partir d'une aide ménagère, mais je voulais mettre la focale sur la nature même du portage à domicile. On peut très bien porter à domicile 2 fois par semaine des légumes qui vont permettre de faire la soupe, puis des beefsteaks qu'il va falloir quand même cuire. Et là, on a une étape dans laquelle, bon, on ne peut plus sortir, mais quand même, on continue à faire un certain nombre de choses qu'on peut faire dans son espace classique, domestique. Puis, quand le déclin sera plus grand, eh bien, on n'amènera plus que la soupe à éplucher, et les plats seront faits, et ainsi de suite. Et donc, il y a une réflexion sur des étapes du continuum de l'offre adaptée au processus de déclin. Enfin, lorsque la personne âgée entre en institution, eh bien, s'engage à nouveau une série d'étapes du cycle alimentaire. L'entrée en institution, c'est
un choc extrêmement important. Parce que la personne âgée va devoir réapprendre tout un ensemble d'éléments autour de la vie quotidienne et l'alimentation a une position centrale. Position centrale, il convient d'être attentif on a parfois une vision un peu conservatrice de cette étape, alors c'est une révolution pour les personnes âgées. Il faut apprendre un tas de choses, les produits sont nouveaux, pas vraiment servis comme ils ont l'habitude, il faut manger avec d'autres personnes, on joue parfois un peu la comédie, une forme de convivialité. Donc il y a ici une étape avec des apprentissages qui également vont se continuer jusqu'à la fin de la vie. Voilà, cycle de vie alimentaire qui nous permet de voir que, bien sûr, nous sommes façonnés par nos goûts, liés à notre culture, liés à notre position sociale, mais que les contextes matériels de vie, familiaux de vie, ont une influence sur notre alimentation. Ces différentes étapes sont intéressantes parce qu'elles correspondent à des moments de stabilisation. Mais quand on passe d'une étape à une autre étape, eh bien on a des phases charnières, des phases de transition, dans lesquelles on a une réorganisation, une recomposition des pratiques alimentaires, des goûts alimentaires, des représentations et des pratiques elles-mêmes. Eh bien, ces moments sont autant d'opportunités pour ceux qui voudraient, pour le bien des personnes concernées, les aider à changer leurs habitudes alimentaires. Oui, cette question fondamentale que l'on se pose, comment peut-on changer les habitudes alimentaires? Eh bien, une des réponses, ou un élément de réponse, c'est en étant attentif au moment où on intervient et en venant donner des conseils, influencer, faire des propositions, dans ces moments charnières entre deux étapes du cycle de vie alimentaire. Merci.